Je vous propose de commencer cette séance du Conseil. Séance du Conseil qui commence, comme vous le savez, par une signature. Signature du renouvellement, de l'agrément, vie d'amis des enfants. Donc, en fait, c'est une période qui se passe hors Conseil. Je vous propose que ça fonctionne ainsi, c'est-à-dire que le Conseil ne débutera officiellement qu'après la signature. Donc, bienvenue à vous, Patricia Jost, ou à toi, parce que je pense que d'habitude on se tutoie plutôt. Alors, à vous en tant que représentante de l'UNICEF, mais à toi en tant que collègue proche, puisque tu es élu de Blaise. Tu étais élu. Je ne suis pas sur la liste. Non, je pensais que tu étais élu, mais tu l'étais. Madame Simot donc, est proche, est excusée, pardon, elle qui est présidente donc, du comité départemental de l'UNICEF. Alors, signature officielle de renouvellement, ça veut dire qu'il y a eu un début. Le début, c'était en 2006, première signature donc d'une convention, de l'agrément de vie d'amis des enfants. À ce moment-là, nous étions la première commune de Réloir à être reconnue, vie d'amis des enfants, par l'UNICEF. Et dans la prise de parole que j'ai recherchée, je disais que cela pourrait se comprendre d'une part parce que le comité départemental n'a été créé qu'en 2004, donc peu de temps avant 2006, et que d'autre part, voilà, ça explique qu'on ne pouvait pas y être avant, mais le fait qu'on soit une première commune pouvait très bien se comprendre par le fait qu'au cœur de notre projet politique municipal, politique au sens noble, d'alors et d'aujourd'hui, il y a l'éducation au sens accompagnement des petits Mainvillois à devenir adultes. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de le voir aujourd'hui, mais c'est aussi comme ça que je vois l'éducation. Alors, quel lien entre l'éducation et vie d'amis des enfants? J'ai envie d'évoquer cela dans ma prise de parole aujourd'hui. Quand on est ami de quelqu'un, c'est qu'on lui veut du bien, on lui veut son bonheur. Pour un enfant, qu'est-ce que c'est que de l'aider? Qu'est-ce que c'est que de lui vouloir du bien? C'est de l'aider à grandir, l'aider à devenir adulte. Quand moi je dis adulte, je pense aussi à la citoyenneté dans sa phase complète. Donc pour cela, il faut l'accompagner à la fois pour connaître ses droits. Là, je fais référence aux droits des enfants qui est au cœur d'un des messages de l'UNICEF. Et le corollaire de connaître ses droits, c'est connaître les droits des autres. Donc ça veut dire apprendre à respecter les règles. Ça, c'est pour moi l'aspect collectif. Donc quelque part, l'apprentissage du vivre ensemble. Mais il y a aussi l'aspect individuel pour moi, quand on dit accompagner les enfants à devenir adultes. C'est pour moi ce que j'appelle l'émanciper au sens devenir autonome. Et effectivement, l'éducation, ça consiste à faire en sorte que l'enfant il devienne autonome financièrement, en gros, apprendre à avoir un job qu'on choisit si possible, ça c'est encore une autre histoire, mais quand on le choisit c'est quand même beaucoup mieux, et il faut aller dans ce sens-là, et puis il faut aussi qu'il soit autonome en pensée politique, encore en termes de noble du terme, c'est-à-dire avoir un esprit d'analyse, et aussi un esprit critique, et ça j'ai envie de le dire, à un moment où on est dans un monde de communication où le meilleur côtoie le pire, il y a besoin de faire un tri dans tout ce que l'on voit et de tout ce qu'on entend. Et ça, c'est l'esprit critique qui permet de le faire. Donc l'éducation, pour moi, c'est tout cela. C'est évidemment un défi. On réalise en partie. C'est normal. Nous ne sommes tous que des humains. Et la municipalité de Mainvilliers, donc, qui a fait adhérer Mainvilliers au réseau français des villes éducatrices, c'est un réseau international, mais nous sommes adhérents du réseau français, on se contentera de cela, souhaite par ailleurs être ville amie des enfants. C'est pour ça qu'on a déposé de nouveau un dossier pour afficher, c'est-à-dire faire connaître sa volonté d'accompagnement des enfants à devenir donc pleinement citoyens. En nous accordant ce label, vous nous aidez à ce que notre action soit connue et reconnue. Donc merci beaucoup pour avoir estimé que notre dossier permettait le renouvellement de cet agrément. Merci à vous. Alors, on a prévu que Marc Le Sage, qui est
adjoint donc à l'enfance et à la jeunesse rappelle un peu ce qu'il y a dans le dossier de façon très sommaire, et puis ensuite tu pourras aussi prendre la parole avant que l'on signe officiellement cet agrément. Alors, je vais profiter de rappeler les objectifs pour dire un petit peu ce qu'on fait en parallèle, c'est-à-dire quelles actions sont mises en place en phase. Donc, le premier objectif, c'était de mettre en œuvre la Convention des droits des enfants au niveau local. Chaque année, à Mainvilliers, autour du 20 novembre, on organise un certain nombre de manifestations dans le cadre de l'anniversaire de la Convention des droits des enfants. Et donc, depuis maintenant 2 ans, on le fait en lien avec Vernouillet, qui est l'autre ville amie des enfants du département. Et donc, on a des actions locales et on y rajoute une action commune des villes amies des enfants du département 28. Petit exemple aussi d'action qu'on fait, il y a un dictionnaire qui est offert aux enfants de classe de CE2 maintenant. Au moment de l'action, enfin de cet anniversaire Ville Amie des enfants. Donc ça c'est CE2 ou CE1? Non, CE2 maintenant. C'est ça, hein? Non, je crois qu'avant c'était CE2 et maintenant c'est CE1. Non, c'est CE2. Avant c'était CE2 Ah ben voilà. et maintenant c'est CE1. Bon, CE1, CE2. Bon, voilà. okay. Hein, et ça a évolué parce qu'à un certain moment on n'était pas en cohérence, mais tu as peut-être raison, finalement c'est peut-être CE1 maintenant. Moi je pense que c'est CE1. On a diminué parce qu'ils travaillent plus à partir de CE1 avec les dictionnaires. Oui, il me semble. C'est ça, c'est bon? Oui. Alors après, le deuxième axe, c'est développer des actions innovantes pour apporter les réponses les mieux adaptées aux situations que connaissent les enfants et les jeunes, et en particulier les plus fragiles. L'exemple flagrant de notre projet de mandat, c'est le centre loisirs unique. Et à un certain moment, on avait une offre qui était reconnue, qui nous a permis pendant 2 renouvellements d'avoir ce label Ville Amie des enfants, mais c'est vrai qu'on en est arrivé à un certain moment, vu qu'on est toujours en diagnostic et on remet en cause notre politique au fur et à mesure, on en est arrivé à se poser des questions aussi sur nos organisations. Et donc par exemple, on peut dire quand même que les diagnostics faits dans le cadre de Ville Amie des enfants et le travail qui est mené en parallèle avec la CAF sur le territoire nous ont permis à un certain moment d'amener une réflexion autour de centres de loisirs uniques qu'on a travaillé maintenant depuis 1 an et demi et qui verra le jour en septembre prochain. Après, le troisième axe, c'est encourager les enfants et les jeunes à être des acteurs de la vie sociale. Ben là, on essaye à travers nos structures et à travers nos écoles, à ce que les enfants aient un vrai rôle d'acteur éducatif, enfin dans le sens éducatif et entre autres à pouvoir à un certain moment s'exprimer, ce qui n'est pas le cas partout. Là, 2 exemples récents. Un premier, nous avons proposé, donc il y a l'UNICEF qui propose une enquête au niveau national et même international sur si globalement le but du jeu c'est de savoir si les enfants vivent bien dans leur quartier, dans leur famille, dans leur ville, dans leur pays, et ils répondent à un certain nombre de questions. On a fait ce questionnaire nous au niveau des écoles et des accueils de loisirs, et donc on a renvoyé un peu plus de 300 questionnaires à l'UNICEF dernièrement. Donc il y aura un retour de ces questionnaires et sur notre territoire et au niveau national. Et Patricia en dira peut-être 2 mots tout à l'heure, mais en gros il faut savoir quand même que la France n'est pas le pays le mieux noté en termes de bien-être des enfants au sein du pays. Voilà. Donc on saura, l'avantage maintenant, c'est qu'on saura sur notre territoire un petit peu les retours, c'est des questionnaires faits par les enfants complètement, donc on saura comment les enfants, eux, ressentent tout ça. Deuxième exemple, dans le cadre de la création du centre loisirs unique, nous avons lancé auprès de l'ensemble des enfants qui participent au temps périscolaire de Mainvilliers et des accueils de loisirs un concours de recherche de noms pour notre futur centre loisirs, pour que ce nom soit validé pour septembre. Donc ça, c'est bien une action de participation d'enfants. On attend d'avoir un certain nombre de propositions et on moulinera tout ça et on reviendra au prochain conseil municipal pour qu'on décide ensemble du nom définitif dans une liste de noms
qui auront été proposés par les enfants. Voilà, ça c'est dans les jours à venir. Pour finir, faire connaître les droits de l'enfant et en évaluer l'application sur notre territoire. Ça, écoutez, c'est tout à fait ce que Monsieur le maire a dit. Entre autres, autour du 20 novembre, on fait des actions où on rappelle les droits des enfants, où chaque année, globalement, ils sont amenés à avoir une petite piqûre de rappel sur l'importance de leurs droits, mais aussi, on y met toujours en face les devoirs, vu que l'un ne va pas sans l'autre, automatiquement. Voilà un petit peu par rapport à cette convention et cette délibération qu'on avait pris au conseil municipal de juin 2015, un petit peu tous les engagements qu'on a pris. Un dossier a été présenté qui est assez, quand même assez détaillé. Alors il est fait de telle sorte à être plus allégé, mais il reste quand même. C'est un vrai diagnostic, hein, c'est pas une simple copie à faire. Donc ça me donne l'occasion de remercier aussi le service de la DGAVL et Claudine Largilière et Sylvie Tanguy qui ont beaucoup œuvré sur ce dossier-là et qui nous permettent chaque année de proposer un certain nombre d'actions dans le cadre de notre titre Ville amie des enfants et des droits des enfants. Ok, merci Marc. Hop là. Bonsoir, moi je m'appelle Patricia Josse et à l'UNICEF, au comité 28, j'ai un rôle très particulier puisque je suis la référente Ville amie des enfants. Ce qui explique ma présence notamment ce soir et bien sûr ma présence très satisfaite parce que Mainvilliers, c'était effectivement une longue histoire puisque vous avez été effectivement la première ville de Eure-et-Loir à obtenir ce titre. Et je tiens à rappeler que en fait ce titre a été créé en 2002 conjointement entre l'UNICEF et l'Association des maires de France, dans un souci de voir la Convention internationale des droits de l'enfant appliquée au niveau des territoires communaux. Ce titre n'est pas quelque chose d'anodin, c'est un engagement et toutes les communes qui sollicitent ce titre s'engagent, comme l'a fait Mainvilliers, à mettre l'enfant au cœur de leur politique et donc ont effectivement tout un dossier à remplir, ce que vous avez expliqué là. En ce qui concerne la consultation nationale et internationale sur les droits, elle porte particulièrement sur les droits de l'enfant et sur le ressenti des enfants autour des droits, enfin, comment ressentent-ils que les droits sont appliqués dans leur commune, dans leur école et chez eux. Voilà. Donc ce sera effectivement très intéressant à voir les résultats cette année. C'était il y a 2 ans, la première consultation, et effectivement, l'analyse de toutes les réponses au niveau national avait montré que la France n'était pas forcément située à un niveau très élevé en ce qui concernait l'accueil des enfants, le développement des enfants, l'épanouissement des enfants. Qui dit Ville amie des enfants, titre Ville amie des enfants, dit partenariat entre la commune et l'UNICEF. Donc partenariat quand effectivement il y a des manifestations comme l'anniversaire de la Convention internationale, bien sûr l'UNICEF y participe. L'UNICEF essaye aussi de participer à d'autres manifestations qui sont organisées sur Mainvilliers, comme par exemple la Saint-Hilaire, parce que ça concerne aussi les enfants. Et puis sur le plan du travail avec les enfants, cette année je travaille avec les enfants du conseil municipal des jeunes pour donc leur projet, qui est donc de créer un petit film sur les droits de l'enfant. Et puis, cette année aussi a été mis en place au niveau des TAP, donc temps d'activité périscolaire, une activité autour des droits de l'enfant. Donc je crois qu'il y a au moins 2 animateurs, donc 2 groupes qui sont renouvelés après chaque vacances, qui travaillent autour de la connaissance, de l'apprentissage des droits de l'enfant, la découverte de la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà, donc je suis très contente ce soir de pouvoir signer cette convention, signer cette charte, donc qui vous engage, et puis qui nous engage nous aussi en tant que comité 28 à être le plus présent possible. C'est un petit peu compliqué le comité 28, il est un petit peu, disons qu'il est assez léger, en nombre, donc on essaye au maximum d'être présent au moins dans nos 2 villes amies des enfants. Finalement on n'en a plus que 2, on en avait 3, bon, c'était pas plus mal, et voilà, de faire le maximum pour être présent lorsqu'il y a des choses qui nous concernent. Voilà. Merci.
Et je pense qu'on arrive à la phase de signature. Donc moi d'un côté j'ai ce document à signer, oui, donc là, pour enlever ça. Là. Voilà, les photographes sont là. Alors ça c'est la convention. Vous mettrez là. Heureusement que ça ne crépite pas, qu'il n'y a pas autant de flash que de prise de photos, parce que sinon on serait aveuglé. Je vais rajouter la date. On est le 19. Oui, avec le 19. Oui, on est 19. Voilà. Voilà. Il va nous rester de l'afficher. Elle va venir à la place de la précédente qui est là, au mur du conseil. Voilà, merci. Merci. Bonne soirée. Alors voilà, monsieur, merci, je vous redonne ça. Tout. Voilà. Merci, rien. Merci à toi. Enfin. Voilà. Alors, nous voici donc revenus en formation conseil. Juste avant de le commencer, Marc, je vous ai pensé à vous informer que le prochain Nouvelle Mavilloise, le dossier du prochain Nouvelle Mavilloise sera consacré justement à vie d'amis des enfants et au nouveau ALSH, ce que doit nous confirmer Azine. Ok, merci. Alors, les excuses. Sylvie Legendre est excusée à donner pouvoir à Marc Lesage, Antoinette Lecomte excusée de donner pouvoir à Maryse Legrand, Bernard Toté excusée de donner pouvoir à Michel Bontou, Nicole Audebert excusée de donner pouvoir à Nora Bencheida, Guylaine Raffin de donner pouvoir à Estelle Cochard, Manuel Dos Santos a donné pouvoir à Aziz Boussivani, Alain Delarue à Nicole Janvier, Colette Le Sieur à Stéphane Pinault et Jean-Luc Anquille à Sophie Auguste. Je n'ai dû oublier personne a priori. Voici. Alors, conseil municipal, une durée relativement normale, je pense à peu près 1h30. Bon, au niveau des points d'information, ils seront un peu confortés. Il y en a un d'annoncé, il y en aura certainement 3-4 au final. Le secrétaire, qui veut accepter d'être secrétaire aujourd'hui, secrétaire de séance, voilà. André, merci. À toi. Ce conseil commence comme d'habitude par la liste des remerciements. Vous les avez eus. À la fois l'association des CFDT des retraités, pour des remerciements pour une action qui maintenant fait la 3e ou 4e fois, non 6e, oula, le temps passe vite, d'accord. Et aussi l'école primaire Coubertin, là pour des actions nouvelles. D'une part, le partenariat avec l'association, avec la compagnie Jacques Crémer, et puis avec l'aide de la ville, l'aide financière, des deux côtés d'ailleurs. Et la mise à disposition de la salle des fêtes pour un bric-à-brac qui devait être une première, première au moins depuis un certain temps.
Ensuite, les décisions du maire, vous les avez eues également. J'attire votre attention sur, là aussi, l'animation organisée par l'association du club du modéliste du pays chartrain, l'association de cheminots, qui organise régulièrement Mainvirail. C'est donc Mainvirail 2016, une association, une animation importante. Et puis, autrement, ce sont essentiellement des reconductions. Est-ce qu'il y a des questions? Il ne semble pas. Nous continuons. Compte rendu de la séance du 31 mars. Est-ce qu'il appelle des remarques? Demande de modification? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité pour l'adopter. Merci à vous. Les délibérations. La première, c'est Jacques Guillemet qui la présente. Oui, comme nous l'avons vu donc, lors de la plénière, c'est un rajout qu'on nous allons être obligés de refaire pour la redevance pour l'occupation du domaine public. Cela vient du fait qu'aux Acacias, vous avez vu qu'il y a des voitures sans permis, donc ils ont demandé l'autorisation de pouvoir mettre en vitrine à l'extérieur évidemment, donc un véhicule sur le trottoir. Donc ça nous a obligés à refaire une délibération puisque c'était pas prévu jusqu'alors. Vu la délibération numéro 2015-12-01 du 14 décembre 2015 fixant les tarifs des redevances pour occupation du domaine public, considérant qu'il convient d'ajouter un tarif, il est proposé au conseil municipal d'ajouter le tarif suivant: étalage de voitures sans permis oriflamme avec un forfait annuel jusqu'à 4 mètres carrés de 100 € annuels, évidemment, puisque je viens de dire que c'était annuel, et par mètre carré supplémentaire, 25 €. Donc, c'était pour du fait de l'arrivée de ce magasin de vente de véhicules sans permis. Alors, évidemment, le tarif est créé à cette occasion-là, mais il s'appliquera évidemment à toute situation semblable du même type sur Mainvilliers. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, on n'a pas fait au hasard comme ça, dire qu'on s'est rapproché un petit peu de ce qui se passait un peu sur le point pour voir combien on était au niveau de la location. Donc on s'est remis un petit peu sur le même ordre d'idée qu'on a sur Chartres. Ouais. Oui, Auguste. Le commerçant concerné a été consulté. Oui, bien sûr. Oui. Et donc il est. Il est d'accord. Après, c'est juste après étalage, je trouve pas ça très joli comme mot. Et c'est. Voilà, je trouve que c'est étalage de voiture, je trouve pas ça très joli. Présentation. Qu'est-ce que vous proposez? Présentation. C'est au moment où j'ai fait étalage, je me suis dit c'est moche, mais. Exposition. Oui. Oui, C'est vrai que c'est pas joli. Stationnement sur ce point, c'est pas beau non plus. Présentation. C'est pas une exposition? Non, mais c'est pas. C'est pas une exposition parce que ça non, peut. À vrai dire, je vois pas. D'autant plus qu'en fonction des fermetures ou en fonction de ses besoins, donc il ne sera pas là tous les jours. Donc, Mais bon, c'est vrai que je vois ça, mais c'est. Je suis tout prêt à prendre un autre mot s'il le vient. Ou les occupations. Mais c'est pas occupation de voiture. Après, il faut faire attention, parce que ça se fait dans le cadre d'un commerce, il ne faut pas que ça soit. Ben oui. Non, mais c'est. Non, mais moi je suis tout prêt à prendre un autre mot s'il arrive, mais il ne faut pas qu'il arrive dans les 30 secondes qui viennent. Je pensais que vous aviez une proposition à nous faire. Bon. Excusez-moi, Oui. si l'ordinateur n'avait pas souligné en vert, je ne sais même pas si je l'aurais vu, mais comme il est souligné, ça m'a interpellé. D'accord. Ok. Bon, on votera et puis si on trouve mieux, on changera à l'avenir. Voilà ce que je vous propose. L'exposition, c'est mieux. Présentation. Non, mais... Oui, ça ne paraît pas essentiel. On se mettra d'accord. Une prochaine fois, je ne veux pas passer une demi-heure sur ce sujet. Alors, donc, je fais voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, unanime. On passe aux finances. Philippe.
il s'agit de la première décision modificative suite au vote du budget primitif de 2016. Donc on va d'une part retrouver quelques petits oublis, quelques petites dépenses nouvelles et un certain nombre d'ajustements, notamment à partir du moment où on a des notifications réelles sur les dotations, ou également la possibilité de prendre en compte des notifications de subventions. Donc vous pouvez voir sur le document un oubli sur les subventions élémentaires Coubertin qui avait été vu en commission et qui a été oublié au moment de la préparation du budget de 2800 €. Un ajout qui est en fait un peu une reconduction de l'année dernière d'une subvention de 150 € pour le prix de la commune pour la course cycliste à la Saint-Hilaire. Et les subventions pour deux associations qui sont en lien avec la piscine des Vorous. La subvention pour Palmerelienne pour 500 €, donc nouvelle association qui se sont créées avec la réouverture de notre piscine, et 3000 € pour le cercle nautique des Vorous. Donc ça va principalement leur servir notamment à payer les lignes d'eau. Une annulation de subvention suite à l'annulation de l'action vis-à-vis de Reconstruire Ensemble pour 2200 €. Un petit complément pour ce qu'on doit pour la subvention à la DSEA, 270 €. Un supplément de 600 € pour préparer les expos et le bulletin municipal. Une étude complémentaire pour relancer le projet de la ZAC des Closeaux, 5000 €, et l'actualiser. Les différentes petites charges générales à moins de 1200 €. Il y a, après vous avez le tableau par rapport au compte, donc ça je ne vais pas trop détailler. Le 11 vous allez retrouver ce qu'est les différentes dépenses générales, 65 c'est ce qui est subvention, et en 22 les équilibres sur les dépenses imprévues. On arrive à une somme sur l'ADN de 2700 € en dépenses de fonctionnement. En recette, là, on prend en compte la notification d'un certain nombre de dotations, donc notamment 3100 € pour l'agglo, moins 4000 € par contre là pour la taxe des déchets traités à Orizane. Donc là, il faut voir que c'est par rapport à l'année dernière et on prévoit des rattachements, mais vu la baisse de tonnage, il y a un petit peu moins. Et en global, on est de l'ordre de 150 000 €. La DGF, donc suite à la notification, moins 5700 €. Par contre, on n'a pas le détail de où est l'écart, puisqu'on a les détails des calculs et des paramètres pris en compte en définitif vers juillet en général. Sur la DSU, même chose, moins 10 700 €. Donc ça, c'est par rapport à la somme inscrite au budget. Et en DNP, plus 20 000 €. Alors on avait pris un peu plus de marge volontairement sur la DNP. Globalement, sur l'ensemble, on est en gros à 0 d'écart par rapport à la prévision. C'est de l'ordre de 2-3 000 € d'écart. Donc on n'a pas été trop mauvais dans les prévisions. Au niveau des fonctionnements recettes, donc on va retrouver évidemment ces écarts des dotations, ces écarts au niveau de la taxe en 73, taxe déchets, et 74 sur certaines dotations. Ensuite, en investissement recettes, on va prendre en compte la DETR 2016 pour l'installation du SELF à Coubertin, 6010 € de subvention. Pour la DETR, toujours en accessibilité pour le foyer, 5490 €. Et une très bonne surprise, on a eu la notification des amendes de police avec plus 40 300 € par rapport à l'inscription au budget qui avait été mise du même ordre que les années précédentes, c'est-à-dire de l'ordre de 30 000 €. Mais on n'a pas les détails des calculs, ça on les a très tardivement. Ensuite, au niveau investissement dépenses, il y avait une opération envisagée d'étude par rapport au plus qui est reporté, ce qui fait une dépense en moins de 30 000 €.
Différents achats de logiciels, dont une partie en fait qui est un oubli, puisque c'est une licence en paiement récurrent, plus un autre logiciel, ça fait 9 700 €. Un columbarium pour 7 500 €. Alors ça, c'est pas un oubli, c'est simplement que la demande a été très forte et qu'on pensait qu'on pourrait faire l'année avec l'existant, et c'est pas le cas. La création d'une clôture et portail au niveau de Stade Marocain pour améliorer la sûreté du site pour 6 000 €. L'installation de store à la salle des mariages, pour donc la salle d'honneur qui est à l'étage, pour notamment pouvoir l'utiliser de manière plus confortable et faire des projections, que ce soit pour les mariages ou pour faire des réunions, de manière à optimiser la salle. Ensuite, vous avez 2 lignes de dépenses à 8 500 et à 12 000 €. L'école Victor Hugo, classe moins de 3 ans, à 8 500 €. Et un aménagement rue de la République dans le pavillon qui est au niveau de la cour de cette école de Victor Hugo pour le périscolaire. Bon, les deux étant en lien, en fait, avec la création de cette classe de moins de 3 ans qui sera la deuxième classe sur notre commune. 3 000 € pour une alarme incendie à la maison de quartier, l'achat d'un radar contrôleur de vitesse et de densité de circulation avec enregistrement horaire, donc ce qui permet d'évaluer le trafic de manière précise par rapport aux plages horaires, ainsi que les dépassements de vitesse et avec les plages horaires. Et ce qui permettra donc à la fois d'adapter côté voirie si besoin, et également d'adapter les contrôles radars si besoin également. 5 000 € pour l'achat de lits superposés pour la maternelle Coubertin, 1 500 € pour les fibrillateurs Boulodrome, et il y a différentes autres dépenses et transferts du fonctionnement vers l'investissement. Il y a notamment 9 000 € de transfert de travaux sur les jeux du fonctionnement vers l'investissement qui correspondent à la réalisation de sols souples à la primaire Jean Zay et à la maternelle Coubertin. Et donc au départ ils étaient en fonctionnement parce qu'ils étaient prévus en régie, mais finalement vu l'importance des travaux ils seront faits par entreprise et donc directement imputés en investissement. Donc puis après, vous retrouvez dans le pavé investissement dépenses ces différentes variations de sommes, alors plus ou moins directement suivant si l'article correspond directement ou pas. On arrive ainsi à une variation de 51 800 €, à la fois bien sûr en recettes d'investissement et en dépenses d'investissement, sachant qu'au final, entre les travaux supprimés de moins 30 000 € par exemple pour le report sur le plus, à l'abandon d'une opération sur le plus et au niveau études, et d'autre part l'amélioration de la dotation aux amendes, puisqu'on a 40 300 € de plus, même avec les nouvelles dépenses, on arrive finalement avec plus 8 200 € qui sont mis pour faire l'équilibre en dépenses imprévues. Mais que j'espère bien récupérer à la fin de l'année, si possible. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, je pose la question. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent s'exprimer, Madame Auguste? Oui, j'ai juste une petite question par rapport aux subventions. On voit dans le Conseil que plus tard on aura une délibération concernant la subvention pour le CSM. Pourquoi il n'y aura pas de délibération pour les palmes auréliennes et le certomotique? Parce que c'est pas nécessaire. Et pour les 150 € du CSM, c'est pas non plus forcément nécessaire. D'accord. Et voilà. On a souhaité, comme c'est quelque chose de spécifique et c'est la Saint-Hilaire de l'immobilier, on a souhaité simplement bien marquer qu'on était partenaire. D'accord. Mais ce n'est pas une nécessité administrative. D'accord. Par contre, il faut obligatoirement que ça soit inscrit au budget pour pouvoir. Je me retourne à l'administratif, parce que pour une fois j'ai fait une réponse. On est bien d'accord. À mesure où on a une délib avec la mention de l'association de personnes. D'accord. Autre question.
Oui, André. Concernant la taxe sur les déchets et la baisse du tonnage. Donc il y a 4 000 euros qui ne nous parviennent pas cette année. Est-ce qu'on doit considérer qu'il y a moins de Malulois? Ah non, Malulois, c'est globalement. Hein. C'est tout ce qui est apporté à. C'est tous les tonnages qui sont traités en une année à Orizal. Sachant que ces tonnages, d'ailleurs, ne viennent pas forcément que de l'agglo. Hein. Oui. Ils viennent aussi au travers du département. Ils viennent de 2 tiers, 3 quarts du département, voire un peu de l'extérieur. D'accord. Alors, ma question, c'était, ça continuait sur, c'était complètement par rapport à notre gestion municipale. Bon, ça vaut pour l'ensemble, très bien. Quand il y a une constatation telle que celle-là, est-ce qu'on doit considérer que finalement l'agglomération et au-delà est un bon élève par rapport à la défense de l'environnement? Non, pas du tout, puisque tout dépend des marchés que prend éventuellement Orizal dans le traitement des déchets. Et la bonne gestion, c'est certes d'un côté au niveau écologique d'avoir un maximum de recyclage, mais c'est aussi d'avoir une optimisation des équipements de traitement, en l'occurrence de tonnage, puisque si les équipements ne sont pas utilisés au maximum de leur capacité, ça a un coût aussi. Le prix à la tonne augmente. Qui n'est pas négligeable. Le prix à la tonne augmente. Hein. Moins il y a de tonnage, plus le prix à la tonne augmente, parce qu'en général les frais fixes dominent dans ces affaires-là. Et ça veut dire aussi que derrière, pour les contribuables, le coût de traitement des ordures est susceptible d'augmenter. Donc il est souhaitable que les équipements soient optimisés. Alors après, il peut aussi y avoir des phénomènes ponctuels. Bon, on voit depuis plusieurs années qu'il y a quand même une tendance naturelle, on va dire, à une baisse de tonnage, puisque ce n'est pas la première baisse de tonnage, mais qui reste relativement modérée. Par contre, il peut aussi arriver ponctuellement certaines années qu'il y ait une baisse un peu plus importante, par exemple, parce qu'il y a des périodes de maintenance un peu plus importantes. Et donc là, ils s'arrangent éventuellement autrement. Mais là, on sait que c'est de l'ordre des baisses traditionnelles qu'on voit depuis quelques années. Estelle? Juste une petite intervention, comme j'interviens en commission justement à l'agglo sur... Enfin, je suis dans la... Tu représentes la mairie à la commission... Je représente la mairie à la commission services publics environnementaux de l'agglo. Et effectivement, on n'est pas spécialement de bons élèves. Il y a des actions qui sont en cours, mais on part de très loin. Donc ces actions, petit à petit... produisent des effets, mais on a eu des mises en garde de l'ADEME à plusieurs encore, qui dit il va falloir être beaucoup plus volontariste dans la politique d'élimination des déchets. Pour autant, heureusement, ça progresse plutôt à la baisse, qui fait que du coup, nous, ça nous fait une baisse de recettes. Mais donc voilà. Donc, merci. Pour rappel, cette taxe est partagée pour 10% avec la commune d'Amilly, puisqu'elle est dans un périmètre où elle a droit à une contribution également, puisqu'il faut avoir l'équipement soit sur sa commune, soit un certain nombre de kilomètres maximum. Et donc ils ont 10%. Donc nous, en fait, notre baisse, ça correspond qu'à 90% de la baisse, quoi. Et encore 10% de plus de baisse. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet qui est important? DM1, c'est... Oui, Denise? Juste une. Dans le 678, il y a 1130, ça correspond à quoi? Sur la page en fonctionnement des comptes de fonctionnement. Je n'ai pas eu d'explication. Pour ça, Oui, ça n'apparaît pas en haut, donc c'est une addition ou une soustraction de montant. Moi je l'ai, mais je l'ai pas. Il faut que je redémarre. Ah oui, mais là je vois pas là. Est-ce qu'on peut grossir? Voilà, on va y arriver. Oui, mais c'est verrouillé. Oui. Crémation indigente. Pardon? Crémation indigente. Ah oui, c'est ça.
Donc ça fait pas. Oui, c'est l'occasion d'en parler. On a l'obligation de procéder aux obsèques des indigents. Et on en a dû en avoir un, je sais pas, il y a 3-4 mois, c'est ça, non? Ah oui, il y en a un. Plus que ça? Il est malheureusement décédé depuis le mois d'août dernier, et la situation est très délicate. D'accord. Et donc là, c'est fait ou c'est en prévision de? C'est en prévision de. C'est en prévision de. Oui, ça ne nous empêche pas d'essayer de rechercher d'autres solutions, si je me rappelle bien. On est au bout des solutions. Ce qu'on peut rappeler quand même, c'est que la crémation en tant que telle est prise en charge par le délégataire. Dans le cadre de la DSP crémation. Oui, parce qu'on a pensé à le mettre dedans, dans notre DSP. Mais c'est tout ce qui est autour. Il y a effectivement des frais autres. Que la crémation. Notamment de morgue. Oui, puisque le corps est resté assez longtemps. Si je me rappelle bien, la famille existe mais est défaillante, c'est ça, c'est bien ça. Et la personne est déjà en situation, et était déjà en situation difficile. Il n'y a pas d'ascendant ni descendant, ce sont des collatéraux. Voilà, donc, ce qui est prévu pour régler ce cas douloureux. Autre question? Il n'y en a pas? On vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Il n'y en a pas. Des abstentions? Avec les pouvoirs, j'en vois donc 7 et 2, 9, nous sommes d'accord. Donc 9 abstentions et les autres sont favorables. Nous sommes d'accord aussi. Il n'y a pas de non-participation au vote. Je n'en vois pas. Merci aux collègues de la majorité. On continue. Oui, donc il s'agit d'une délibération relativement habituelle de garantie d'emprunt pour des logements sociaux. Donc là, il s'agit de réhabilitation de 68 logements collectifs rue Jules Ferry. Donc la politique qui a été prise depuis quelques mandats, c'est de garantir à hauteur de 50% ce type de prêt. Donc là, il s'agit d'un prêt partagé en deux, pour un total de 1 426 000 euros, un prêt de PAM à 506 000 euros sur 20 ans et un éco-prêt PAM à 920 000 euros sur 20 ans également. Bon, délibération habituelle. On garantit à hauteur de 50%, pas plus. On prend notre part, mais on souhaite que les autres, et en ce sens, dans ce cas-là, c'est le conseil départemental qui doit également prendre sa part en faisant la garantie à 50%. Des questions? Non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité sur ce sujet. Merci à vous. Ensuite, on passe au foncier en l'absence de Sylvie Legendre. C'est Michel, donc, en tant que première adjointe, qui présente. La délibération numéro 4, donc c'est la parcelle cadastrée section AW numéro 24 qui appartient à la SCI Activité Courrier Industriel, la SCI Les Hameaux de France et la Maison Verte. Donc on vous propose l'acquisition d'une parcelle qui est non bâtie, d'une superficie totale de 5 518 m², qui supporte une voie ferrée qui est désaffectée. L'ensemble des propriétaires a donné son accord pour céder la parcelle au prix de 158 000 euros. Les frais afférents seront partagés entre la commune et les différentes sociétés. La parcelle a également fait l'objet de diagnostics de dépollution et il faut savoir que les frais seront pris en charge par l'ensemble des propriétaires et que cette dépollution sera engagée après la signature d'une promesse de vente qui ne s'effectuera qu'après la dépollution totale du site. Donc il vous est demandé de vous prononcer sur l'acquisition de la parcelle, de dire que les frais d'acte sont partagés entre les différents partenaires et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la promesse de vente, puis l'acte d'acquisition chez les différents notaires qui sont cités. Merci à toi. Donc peut-être projeter le plan, je ne sais pas si ça a été fait, voilà, essentiellement pour le public, puisque on a, nous, élus, vu cela hier en commission plénière. Je rappelle ce que j'ai dit hier, c'est que là, donc, on a un achat avec les conditions qui viennent d'être données, mais qu'ensuite on revendra deux parties de cette parcelle. Une partie à 1, 2, 3, 4, 5 aux 5 riverains là, qui sont limitrophes de cette parcelle,
Et puis une parcelle, une autre partie à habitat éolien, une parcelle qui est indiquée actuellement pour réaliser un programme de logements sociaux à côté réalisé par habitat éolien à côté de son centre, de son siège social. Merci. Et donc, on en garde quand même une partie de cette parcelle pour améliorer la qualité de la rue Paul-Bert avec du stationnement probablement, et puis surtout pour faire une voie piétonne et cyclable qui rejoindra le CD 105 en passant le long de la voie de chemin de fer et qui arrive à côté de Décathlon, là. Ce qui permettra d'avoir une voie douce pour aller du bois du château jusque vers ensuite les Guignardières et le bois et le parc des Vauroux et ailleurs, et aussi à des Verchards éventuellement. Voilà l'objectif de l'achat de cette parcelle. Est-ce qu'il y a des questions? Il ne semble pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes donc unanimes. Merci à vous. Nous continuons, Michel. Donc la délibération 5 qui a pour objet l'acquisition partielle de la parcelle cadastrée AV numéro 64 3 rue du Château d'Eau à Mavilliers qui appartient à l'indivision Magot. Donc au regard des différents dossiers cités comme la zone d'aménagement concerté des Closeaux, l'indivision Magon ainsi que le service France Domaine. Donc, et après négociation, il vous est donc demandé, il était convenu que la ville s'engagerait à acheter partiellement environ 590 mètres carrés, la dite parcelle au prix de 13 000 €, que les frais de géomètre et d'acte et de publication seront pris en charge par la ville, que les frais de réalisation d'un mur de clôture à la fin des travaux de viabilisation de la zone seront pris en charge également par la ville, et que la jouissance du terrain vendu sera accordée jusqu'au début des travaux, donc au propriétaire actuel. Merci. Donc vous avez, quand je m'adresse aux élus, un plan, mais ce qui peut être, là aussi pour le public ici présent, c'est intéressant de projeter le plan global du secteur des Closeaux. Voilà, on doit être à l'endroit, là je pense. Oui, on a la rue de la République en haut, on a la rue Paul-Bert en bas et la rue Léon Fourré sur la droite. Et donc la parcelle qui nous concerne est celle qui est assurée. Voilà, c'est dont on parle. Et celle dont on va parler juste après est la parcelle, celle qui est juste en dessous, assurée dans un sens. Et donc ce qu'il faut voir, c'est que ces deux parcelles nous permettent ensuite d'avoir une propriété d'un seul tenant ou presque. Que toutes nos propriétés soient jointives, quoi. Et on est aussi en contact avec d'autres propriétaires, mais sur la partie droite en bas des Closeaux. Bon, tout ça pour dire que ce dossier avance. Et il devrait être à maturité au moment qu'il est nécessaire de l'être, c'est-à-dire pour prendre le relais de Boisville, quand nous aurons terminé Boisville, en termes urbanistiques, nous souhaitons urbaniser les Closeaux en prolongement de Boisville, pour lisser notre construction, de façon à ne pas avoir de pic d'augmentation trop brute, mais d'avoir quand même toujours une augmentation de population et de maintenir le nombre d'élèves en particulier dans nos écoles. Est-ce qu'il y a des questions? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour votre unanimité. Dernière délibération, ce qui concerne le foncier. Donc la délibération 6. Donc là, nous sommes toujours dans le même secteur des Closeaux à Mainvilliers. Donc là, c'est l'acquisition d'une partielle de la parcelle cadastrée AV numéro 91 qui appartient au consort Riguet. Donc là, on est dans le même cas que précédemment. La ville s'engagerait à acheter partiellement là, environ 900 mètres carrés, donc au prix de 24 € du mètre carré. Et donc les conditions après sont les mêmes que précédemment. Merci. Donc vous avez vu dans le plan précédent la parcelle concernée. Est-ce qu'il y a des questions? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Encore merci pour votre unanimité. Merci à toi, Michel. Nous passons à la jeunesse. Marc Le Sage.
Donc je reviens comme l'an dernier, l'année d'avant, sur le recrutement d'agents non titulaires dans le cadre de l'opération Job Coup de pouce de 16 à 18 ans et de 18 à 25 ans. Nous revenons vers vous parce qu'au fur et à mesure des années, on peaufine et on améliore un peu l'action. Si ça ne change rien sur la partie estivale, on est toujours sur des jeunes de 16 à 18 ans et sur 20 jeunes qui seront pris sur l'été. Là, on vient de faire les commissions de recrutement et il faut savoir que 82 candidatures avaient été déposées et que 42 étaient recevables. Donc il y a eu beaucoup de perditions entre des jeunes qui ont envoyé hors délai et d'autres qui avaient plus de 18 ans ou pas encore 16 ans. Mais au total, on a quand même 82 jeunes qui ont postulé encore cet été pour des jeunes coup de pouce et qu'on a listé 20 noms en essayant toujours d'avoir un savant équilibre entre jeunes prioritaires, jeunes de Navilliers, filles, garçons, et essayer de satisfaire si possible des jeunes d'un petit peu partout sur le territoire de Navilliers. Et donc cette délibération, si on savait de vous la représenter, c'est surtout pour les jobs coup de pouce 18-25 qui concernent les jeunes, 16 postes de jeunes accueillis plutôt sur l'année scolaire. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait un découpage par 2 mois. C'est-à-dire qu'au départ, quand elle avait été créée, c'était plutôt sur les vacances scolaires, petites vacances scolaires. Après, on l'avait étendu sur 2 mois et on s'aperçoit que on a des besoins dans les services et on a peut-être jusqu'à maintenant pas profité des jeunes étudiants qui, au mois de juin, étaient plus libres et qui pouvaient venir plus facilement faire des jobs coup de pouce chez nous. Donc pour pouvoir répondre et d'un côté à nos besoins et de l'autre côté pour ne pas oublier les jeunes étudiants qui sont libres plutôt sur le mois de juin, on vous propose dans cette délibération d'étendre jusqu'au mois de juin, c'est-à-dire d'octobre à juin, la venue de job coup de pouce 18-25 ans. Voilà. C'est à vrai dire plus lisible, hein, de toute façon, puisqu'on a d'un côté la BT, puis de l'autre côté la période qu'on peut appeler scolaire, quoi. Tout à fait. Des questions? Oui. Juste une petite remarque. La majorité est à 25 ans, Navilliers, parce que vous marquez des 18-25 ans et des jeunes Navillois mineurs. Je pense que c'est un mauvais copier-coller. Il suffit d'enlever mineurs, je crois. Oui, on peut l'enlever. Ah oui, c'était au moment où on n'avait que l'opération 16-18 ans. Ok, on enlève donc mineur. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il semble que nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Nous sommes unanimes. Merci à vous. Nous passons aux ressources humaines, Jean-Yves. Oui, il s'agit d'une délibération que l'on prend aujourd'hui parce que les textes concernant les étudiants du supérieur qui viennent faire des stages de plus de 2 mois ont changé en 2014. Or, depuis novembre 2014, nous n'avions pas eu de stagiaires qui remplissaient les conditions d'étudiants de l'enseignement supérieur. Donc nous avons fait une délibération et nous l'avons rédigée de façon à ce que nous ne soyons pas obligés de la repasser à chaque changement de taux. Sachant que le texte de 2014 ne touchait pas uniquement d'ailleurs un changement de taux, mais il touchait également à l'encadrement et à l'organisation des stages. Vous en aviez entendu parler à l'époque, c'était pour essayer de rendre plus sérieux en entreprise un certain nombre de stages. Donc là, nous avons recruté une stagiaire issue de l'enseignement supérieur. Donc nous avons besoin d'une délibération pour cette délibération, cette gratification, elle est faite en fonction
du plafond horaire de sécurité sociale, c'est-à-dire 15%, alors qu'antérieurement elle devait l'être à 12,5 si je ne me trompe pas. Pour parler un peu sous et pour que ça soit plus lisible par tous, ça correspond à ce que je disais hier, ça correspond à une gratification mensuelle nette de 550 € par mois. Et nous ne payons pas de cotisation sur ces gratifications. Si nous allons au-delà, les cotisations sociales sont dues. C'est un alignement total sur ce qui se fait en matière de privé également. Voilà. Merci. Alors la stagiaire qu'on a embauchée, elle a été prise pour les ressources humaines. Elle travaille sur un domaine précis. Lors d'un précédent conseil, on vous avait parlé de la réforme du régime indemnitaire, qui est un énorme dossier parce qu'il reprend un certain nombre de primes, il regroupe un certain nombre de primes, il les supprime, les modifie ou les complexifie, et donc elle est chargée de préparer ce dossier avant qu'il soit validé. J'en ai terminé. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Il me semble que non. C'est normal puisqu'on a déjà vu ça également en commission plénière hier. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous passons au sport, Denise. Comme vous l'avez vu dans la décision modificative numéro 1 du budget, il est attribué au CSM Cyclisme une somme de 150 € pour l'organisation dans le cadre de la Saint-Hilaire d'une course cycliste. Voilà. Donc cette fête aura lieu du 17 au 19 juin et la ville attribue au club une subvention exceptionnelle de 150 € pour l'épreuve sportive qui aura lieu le vendredi soir. Voilà. Ce sera le prix de la ville. Voilà, c'est une modeste contribution, mais bon, c'est un prix de la ville pour cette course cycliste. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. En fait, c'est la deuxième fois que l'on fait, et en fait, jusqu'à maintenant, on offrait bien des coupes, mais il y avait un certain nombre de primes qui sont en fait données dans le courant de la course, et il se trouvait que la ville de Mamie était absente, et il nous a semblé anormal qu'elle soit absente pour une course qui est quand même faite justement pour la fête de la ville. Donc depuis l'an dernier, on a ajouté donc et en fait cette prime, il n'est pas possible de la verser directement, parce qu'en fait, elle n'est pas les règles administratives ne nous permettent pas de la verser directement à un cycliste, d'où la nécessité de passer par une subvention exceptionnelle. Bon, après, on ne fera peut-être pas toujours, pour répondre maintenant à votre question, Madame Millon, on ne fera peut-être pas toujours une délibération pour l'indiquer dès même le budget prévisionnel, mais encore une fois, on est dans une nouveauté et il s'agit d'expliquer ce que l'on fait et de le faire savoir. On peut voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Merci à vous. Nous arrivons à l'urbanisme. Jean-Yves, c'est de nouveau à toi. Notre plan local d'urbanisme date désormais de 3 ans. Depuis ce plan local d'urbanisme, la fameuse loi Allure a été promulguée. Elle a modifié un certain nombre de choses pour tant à la fois tenter de densifier les centres-villes et surtout d'essayer que la totalité des terrains urbains soit utilisée afin qu'on arrête, j'allais dire, de gagner sur les terres agricoles. Indépendamment de ce souhait, elle a également supprimé les coefficients d'occupation des sols. Or, notre plan local d'urbanisme se servait notamment des coefficients d'occupation des sols pour essayer d'harmoniser
les gabarits, c'est-à-dire entre la hauteur et l'emprise au sol. Et du fait de cette suppression de coefficient d'occupation des sols, on risquait d'avoir une densification un peu exacerbée. Donc il a fallu faire une modification de ce plan local d'urbanisme sur lequel nos services ont travaillé, qui nécessite bien entendu une demande d'enquête, une demande d'enquête publique. Et nous en avons également profité pour faire quelques modifications entre guillemets mineures, profitant effectivement d'observations qui nous avaient été faites par des citoyens de Mainvilliers sur notre plan local d'urbanisme. Je prends un exemple, et on l'a fait figurer, si vous voulez, dans notre dossier d'enquête publique, ce qui a permis d'être validé également par le commissaire enquêteur. Pour prendre un exemple, on craignait un peu que certaines clôtures sur le domaine public soient faites dans un souci d'extrême économie et n'apportent pas, disons, un certain cachet aux maisons. Notamment, on avait supprimé tout recours au béton. Malheureusement, on avait mis le béton sans préciser que pour nous, il s'agissait du béton brut. Parce qu'effectivement, je crois qu'il faut savoir s'adapter un peu aux évolutions. Bien sûr. Et que des bétons maintenant sont travaillés de telle sorte qu'ils peuvent être tout à fait saillants à l'œil. Donc on a précisé dans notre nouveau PLU le béton brut. Une autre mesure prise dans un souci de cohérence, ça se situe rue Pierre de Coubertin. Vous avez le clos, le clos des Cèdres et les coteaux du Vorou. Le clos des Cèdres était classé dans une zone, disons, pavillonnaire, hein, pour simplifier, alors que les coteaux des Vorou, qui font strictement la même taille, étaient classés dans un secteur des grands collectifs, comme les immeubles de la rue Denot, dont ils sont mitoyens, en quelque sorte. Donc ça paraissait illogique. Donc on a fait un changement de zone pour les coteaux le clos des Cèdres, pardon. On l'a aligné sur celui. Et la dernière mesure, c'est une mesure aussi, on a dans certaines rues très très étroites, si les immeubles sont assez hauts, même s'ils respectaient le plan local d'urbanisme, on avait un peu une impression d'étouffement parce que la hauteur des immeubles sur une portion étroite, sur une rue étroite, donnait cette impression. Donc ça touchait trois petites rues à Mainvilliers, mais il vaut mieux prévoir. Et on a donc mis une norme sur qui, de mémoire, la hauteur des bâtiments ne doit pas excéder la largeur du domaine public, enfin de la voie du domaine public. Voilà, traiter le plus simplement possible, me semble-t-il, cette modification du PLU. Donc l'enquête publique a eu lieu du 2 mars au 4 avril 2016. 19 personnes sont venues voir le dossier d'enquête publique. Nous n'avons eu aucune remarque des personnes publiques associées. Les personnes publiques associées, ce sont toutes les communes voisines de Mainvilliers. C'est Chartres Métropole, c'est l'État, voilà. Donc aucune remarque particulière. 4 remarques du public inscrites au registre, dont une était prévue déjà, puisqu'il s'agissait du clos des Cèdres, et l'avis du commissaire enquêteur a été favorable. Voilà. Merci. Je trouve que
ce que tu nous as dit sur les rues étroites montre bien la nécessité de prévoir un urbanisme en fonction du climat. Parce que je pensais que dans les pays chauds, c'est intéressant d'avoir des voies étroites, ça donne de la fraîcheur. Mais chez nous, on n'a pas forcément cette même température. Donc, voilà. Mais je voulais surtout insister sur le fait qu'on doit, voilà, il n'y a pas de règle universelle, et on doit décliner des règles en fonction de différentes choses, dont le climat, etc. Ce qui fait tout le charme de l'urbanisme. Bien sûr, on est d'accord sur ce point aussi. Des questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Merci. Des points d'information. 1 inscrit plus 4 supplémentaires. Le premier, présentation du portail bibliothèque. C'est Jérôme Robert, je crois, qui présente. Jérôme Robert, qui est directeur de vie locale. Effectivement, je vais. Donc effectivement, je vais vous présenter le portail de la bibliothèque qui va être très prochainement mis en place. Je crois même que dès demain, une liaison sera faite sur le site de la ville de Mainvilliers, et en cliquant sur l'icône sur le site de la ville de Mainvilliers, vous aurez donc accès à ce portail bibliothèque. Alors ce portail bibliothèque, c'est un projet qui a émergé il y a maintenant 2 ans, qui a pris un petit peu de temps parce qu'il a fallu construire toute la charte graphique, le remplir en termes de contenu. Donc ce portail bibliothèque sera donc accessible par tous les usagers de Mainvilliers qui désireront aller consulter les ouvrages qui se trouvent à la bibliothèque à l'heure d'aujourd'hui, qui pourront réserver en ligne des ouvrages, ils seront informés quand les ouvrages seront disponibles. Nous avons profité également de la mise en place de ce portail bibliothèque pour qu'il soit à la fois un portail bibliothèque et un portail culture. C'est pour ça que vous retrouverez à l'intérieur de ce portail la brochure culturelle de la ville de Mainvilliers. Je vais le dérouler très rapidement devant vous, mais je vous laisserai le soin après d'aller constater plus aisément ce que vous trouverez dans l'immédiat dans ce portail. Alors ce portail, il est opérationnel, il va être opérationnel dès demain. Il est en construction, donc au fur et à mesure que le temps s'écoulera, des informations nouvelles figureront à l'intérieur de ce portail. Nous avons essayé de faire un portail relativement simple, lisible et attractif. Donc vous avez un premier menu déroulant qui vous place dans le sommaire quelques actions qui vont se dérouler sur la ville de Mainvilliers, notamment Anna Popovic dans le cadre de la soirée du 28 mai prochain. La semaine du développement durable qui est annoncée sur la première page, des informations sur les livres. Quand vous déroulez sur ce portail, vous avez un icône qui vous conduira directement sur toute la bibliothèque sonore que nous avons au niveau de la bibliothèque de Mainvilliers. Il y a à peu près une centaine d'ouvrages, il ne faut pas me tromper, de livres qui peuvent être, ce sont des livres numériques ou des livres avec des gros caractères pour d'autres ouvrages qui pourront être consultés. Vous avez quelque chose qui est mis en place depuis très peu de temps au sein de la bibliothèque, depuis maintenant 2 ans, c'est l'espace DVD. Donc nous avons mis un petit peu en avant quelques DVD que nous avons. Vous avez, alors je vais biper très rapidement, je ne reviens pas ici. Quand vous bipez ici, vous avez très rapidement toute la presse et tous les hebdomadaires auxquels est affiliée la bibliothèque, qu'il est tout à fait possible d'emprunter. Je reviens. Nous avons un petit coin, le coin des petits à Mainvilliers. Comme je vous le disais, il est en construction. Ce sont les activités qui ont été faites dans le cadre des TAP par les enfants des écoles de Mainvilliers qui fréquentent la bibliothèque le mardi ou le vendredi. Nous avons un espace multimédia qui fonctionne à la bibliothèque de Mainvilliers. Donc si vous cliquez dessus, on vous explique ce qu'est l'espace multimédia
et les mercredis de Tralala. Donc c'est un abonnement à des logiciels éducatifs qui permet à des adolescents ou à des enfants de venir utiliser les PC qui se trouvent à la bibliothèque. Ça marche très bien. Des infos pratiques que vous trouverez également sur ce portail. Comment se connecter, des mots de passe, etc. Des mots de passe qui sont liés bien sûr à l'adhésion que vous avez à la bibliothèque, donc vous retrouverez tout en ligne. Les nouveautés, je vais prendre les nouveautés jeunesse. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que notre portail de bibliothèque il est en liaison avec notre base de données générale où sont répertoriés tous les ouvrages de la bibliothèque. Donc tous les ouvrages qui sont arrivés au cours des 3 derniers mois sont répertoriés sur cette page d'accueil. Si vous bipez sur l'un de ces ouvrages, vous pouvez aller consulter le résumé de cet ouvrage. Vous avez la même chose également pour les adultes. Vous avez la même chose pour les coups de cœur. Nous avons créé aussi une rubrique que nous avons appelée Fonds local. Alors le fonds local, bien sûr, c'est tout ce qui concerne l'environnement de Mavilliers. Et nous avons mis en avant aussi quelques ouvrages d'un historien local, M. François, qui a pas mal écrit sur la Beauce, parce que ce sont des ouvrages que vous avez à la bibliothèque Jean de La Fontaine. Les livres audio, je vous parlais il y a quelques minutes, donc tous les livres audio que vous pouvez aujourd'hui consulter. Les animations qui se déroulent à la bibliothèque de Mavilliers. Au mois d'avril, il y a ce qu'on a appelé les petits pâtissiers. Mercredi, hier, il y a eu une animation avec une conteuse qui est venue raconter des berceuses. Nous avions eu il y a quelque temps une artiste, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, Stéphanie Jouard, qui était... c'est dur de vieillir. Oui, c'est dur de vieillir, effectivement, Marc, les gens n'ont pas les lunettes. Qui est venue faire une animation, une autre animation qui était les babouches sacrées, me semble-t-il aussi, qui était... non, c'était les babouches de 7 lieux, une très belle animation, parce qu'effectivement, la bibliothèque est aussi un lieu culturel qui régulièrement met en place des spectacles en direction des enfants. L'agenda culturel de la ville de Mavilliers, quelques spectacles qui se sont déroulés ces derniers temps. Et pour que... On annoncera bien sûr tous les spectacles qui arriveront. Donc j'ai un agent qui travaille derrière à la mise à jour de ce portail. Et à titre d'exemple, nous avons relié nos informations à YouTube. Ça, c'est bien. Et le spectacle qui arrivera le 28 mai prochain, qui est un spectacle grandiose, mais où les réservations sont déjà très très importantes. Donc pour tous les internautes qui souhaiteront savoir un petit peu ce qui se passe à Mavilliers et avoir un avant-goût un petit peu du spectacle, en cliquant sur l'icône, c'est un petit peu long, vous pourrez avoir... on va passer la publicité, bien sûr, donc on se greffe sur YouTube, il y aurait l'annonce, voilà. Voilà. La passion, c'est dommage. Il n'y a pas le son, mais c'est le spectacle qui aura donc lieu très prochainement. Donc un maximum d'informations interactives pour que vous sachiez exactement ce qui se passe à la bibliothèque de Mavilliers. Donc je vous invite à venir voir cette bande guitariste et grande chanteuse le 28 mai prochain, s'il reste de la place, parce que je peux vous assurer que tout le monde se presse pour venir voir Anna Popovic. Voilà, donc je reviens là. C'est vraiment une pointure. Hein. Oui. Là, c'est des... Enfin, voilà, à voir, quoi. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai... À ne louper sous aucun prétexte. À ne louper sous aucun prétexte. Je vais la louper, je regrette. Je pense qu'on va atteindre les 300 personnes. Il y avait ces jours-ci déjà 240 réservations. Donc ce portail, il en est à ses balbutiements. C'est un très bel outil pour la ville de Mavilliers, un projet qui a émergé il y a 2 ans et qui arrive à terme maintenant. Donc voilà, un outil nouveau pour la ville de Mavilliers en termes d'information des usagers. Voilà ce que je peux dire au sommaire. Merci Jérôme. Bon, vous voyez, vos travail a été fait là par les
par les techniciens de la vie locale, de la communication peut-être, les deux, donc vie locale seulement? Non, c'est notre collègue Fanny Verlouvet qui travaille chez nous à la bibliothèque et qui a fait la totalité de la mise en page de ce portail de bibliothèque. Il faut bien le savoir, c'est qu'à l'origine, Fanny est infographiste de formation. D'accord, ça aide, enfin ça se voit, enfin, en tout cas c'est réussi. On a participé à une petite chose, enfin, surtout la charte graphique. La charte graphique, enfin, pour tout le reste, c'est elle effectivement qui agit. Merci à vous. Je pense que ça ne suscite pas de questions, hein, si ce n'est que de dire que le travail est de qualité. Je vous propose donc 4 points d'information. Le premier, enfin, il n'y a pas forcément un ordre, c'est comme cela. Hein. Le premier donc portera sur les Vauroux. Vous avez eu connaissance, si vous avez lu le journal local, du résultat du tribunal, du verdict du tribunal administratif. Moi j'ai eu connaissance officieuse quelques temps avant, parce que vous savez, le rapporteur public donne un avis, et par le biais de l'avocat en particulier, on a eu une information 8 ou 10 jours avant, mais sinon le verdict, je l'ai eu pratiquement, enfin 1 ou 2 jours avant que l'écho en face écho, justement, enfin, voilà, on donne l'information, c'est ça. Donc ce qui est indiqué dans l'article est globalement exact. Si vous vous rappelez bien, on a fait 2 recours. Un recours portant sur le budget primitif qui avait été présenté dans la séance du 13 avril, où on attendait a priori une autre délibération, une délibération portant sur la réévaluation des montants de compensation. Ce jour-là, personnellement j'étais absent ce jour-là, mais Michel Thomas était présent et a fait remarquer que l'autre délibération manquait. Ceci dit, on ne savait pas exactement si cette autre délibération serait présentée ou non, d'où la nécessité de faire un recours contre cette délibération du budget primitif. Ensuite, le 29 juin a été présentée la délibération qu'on attendait le 13 avril, et donc on a fait un recours sur chacune des délibérations. Si effectivement on n'a pas obtenu gain de cause sur la délibération portant sur le recours sur le budget primitif, on a eu gain de cause sur le recours, je dirais, le plus important, celui qui attaquait la réévaluation d'attribution des compensations des communes de Lucier de Mavilliers. Et ce qui est quand même, ce qui ne peut que nous satisfaire, c'est que le tribunal administratif dit exactement ce que nous disions, qui était la même chose que ce que disait la Chambre régionale des comptes. C'est-à-dire que l'agglomération ne devait pas faire la réévaluation à partir des comptes du syndicat, mais à partir des comptes de l'agglomération. Donc voilà, évidemment qu'on ne peut être satisfait. Ceci dit, nous sommes, le président de l'agglomération a maintenant évidemment la possibilité d'écouter l'avis du TA et donc d'aller dans le bon sens, enfin dans le sens qui est conforme, d'après nous, à la règle, hein, ou de faire appel. Ceci lui appartient et ce n'est pas de notre ressort. Mais en tout cas, pour l'instant, je répète, le TA, le tribunal administratif, dit exactement ce qu'on a dit, nous, depuis très longtemps. Nous, du C et Mavilliers, bien sûr. Donc, tous ceux qui mettaient notre parole en doute n'avaient pas forcément raison de le faire. Ensuite, deuxième sujet, l'interpellation d'une personne sur Mavilliers le 9 mai. Donc là, en fait, là aussi, l'écho en a fait état. Alors là, avec, à mon avis, un peu moins de bonheur selon moi. Enfin, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'information a été donnée donc, par le journal le 11 mai. Personnellement, moi, j'ai été interrogé le mardi, la veille au soir, 19h-20h, à un moment où je savais très peu de choses. Je savais, par une élue, qu'il y avait eu des policiers à Bretagne. Je savais que ce n'étaient pas des policiers de Chartres, ni municipaux ni de Chartres, et c'est tout ce que je savais.
Donc, si vous lisez le journal, vous verrez qu'il y a au moins 3 inexactitudes, si ce n'est pas des erreurs. Il annonçait que l'arrestation a eu lieu en centre-ville, ça n'a pas été en centre-ville, ça a été sur le secteur de Bretagne. Il a été dit que j'attestais qu'il y avait eu arrestation, j'étais en incapacité d'attester, puisque je n'étais même pas au courant qu'il y en avait eu une. Et puis il a été dit que l'élu du conseil avait été témoin de la scène, ce qui n'est pas vrai, elle avait seulement vu les policiers. Bon, voilà, ça c'est pour savoir relativiser des informations que vous pouvez lire ici ou là. Ensuite, j'ai bien évidemment demandé des informations à la préfecture, je les ai eues que le mercredi, et c'était, écoutez, on n'en sait pas beaucoup plus que vous, on a été prévenu après coup et pas avant coup, et puis c'est à peu près tout ce qu'on sait. Donc j'ai redemandé des informations très récemment, il y a 2-3 jours, et voilà ce que je sais au jour d'aujourd'hui sur ce sujet. On me confirme que c'est la SDAT, c'est la sous-direction antiterroriste qui est intervenue. Donc il y a un service rattaché à la direction centrale de la police judiciaire. La préfecture donc, a l'information au moment où elle a lieu, mais pas en amont. Pour ce qui est des suites judiciaires, ils n'ont pas accès au dossier. Même le procureur de Chartres n'est pas au courant. Et ce qu'ils savent, c'est qu'il y a eu 2 interpellations, donc un homme et une femme, et sa femme, mais ils ne sont pas mariés, enfin, ils vivent en concubinage, ils ont des noms différents. Que l'homme interpellé serait, conditionnel, le frère d'un djihadiste disparu en Syrie, et que sa femme, interpellée avec lui, aurait été libérée. Je dis exactement ce que la préfecture m'a fait parvenir. Ce que nous savons, nous, puisque moi j'ai le nom de cette personne donné par la préfecture et j'ai fait faire des recherches par les services de la ville, c'est que là, quand on dit que c'est un Mavillois de fraîche date, puisqu'il est arrivé il y a moins de 6 mois. Je sais qu'il vient du secteur rural à 15-20 km de Chartres, d'une commune de dimension modeste. Et voilà, et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le sujet. Ensuite, la semaine du développement durable, on l'a abordé très légèrement, mais Aziz, peut-être que c'est quand même quelque chose d'important sur Mavilliers, il y a plusieurs actions, beaucoup de services de la ville sont inscrits dans cette dynamique, donc il me semble que ça vaut le coup de mettre un petit coup de projecteur sur le sujet. Aziz. Alors, la semaine du développement durable, cette année, elle aura lieu donc, du 30 mai au 3 juin, avec un certain nombre d'actions, une participation de pas mal d'acteurs, notamment Alternativa, qui est un collectif composé de citoyens et d'associations. Et ça sera donc le temps fort qui aura lieu le 3 juin, place du marché. Il y aura la participation de certaines AMAP également, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Il y aura la participation de la cueillette de Ceresville qui aura l'occasion du coup de promouvoir la consommation citoyenne responsable, car c'est un circuit court. Voilà. Il y aura également des journées portes ouvertes, notamment avec l'épicerie solidaire, mais également les serres de la ville. Donc nous avons, en termes de communication, réalisé des flyers comme ça, et puis des affiches, peut-être que vous avez eu l'occasion d'avoir vu, on en a mis un peu partout. Et si vous voulez le programme en détail, il n'y a pas de souci. Alors donc lundi 30, mardi alors. Oui, il y a la participation du foyer restaurant aussi qui organise un repas 100% bio. Il y a les portes ouvertes, j'en ai parlé vendredi, l'épicerie solidaire. La veille, il y aura portes ouvertes au jardin potager solidaire de la régie de quartier. La rencontre éco-responsable, j'en ai parlé, elle aura lieu le vendredi 3 juin de 16h30 à 19h. Il y aura également la participation de Chartres à vélo qui organisera une balade à vélo de 8 km. Le départ aura lieu de la place du marché et la balade s'effectuera
bien sûr à allure modérée, donc tout le monde peut y participer. Et en soirée, donc la clôture sera assurée par Alternativa avec une animation culturelle. Merci Aziz, je dis que tous les services de la ville qui étaient mis, mais aussi nos partenaires. Donc c'est vraiment une action collective comme celle que nous allons organiser. Merci, on termine avec le centenaire de la bataille de Verdun. Vous savez que c'est une proposition du gouvernement et nous avons souhaité répondre favorablement. Maryse, tu nous dis quelques mots de ce que nous avons prévu de faire. Alors, Mainvilliers va célébrer le centenaire de la bataille de Verdun le 24 et 25 mai 2016. Pour les collègues élus, vous avez d'ailleurs reçu l'invitation à la visite officielle et l'invitation à la conférence. Mais je souhaite ici dire que c'est un travail partenarial qui a été mené, un travail de grande qualité, puisque autour de la ville, ont œuvré pour permettre cette exposition, l'association du jumelage, dont d'ailleurs certains membres sont présents dans l'Assemblée, le collège Jean Massé, puisque le collège des élèves de 3e sont allés à Verdun, plus d'autres professeurs au niveau du collège, puisqu'il y aura la participation de chorale, donc ça c'est le professeur de musique, la participation bien sûr de l'ERA, l'établissement régional d'enseignement adapté, qui a réalisé une maquette que nous avons déjà eu la chance de voir il y a 2 ans, mais il a, M. Grigny étant un passionné, il a fait des aménagements, il y a des choses qu'on n'a pas vues, il la présente différemment. Le centre socio-éducatif Jules Verne, c'est-à-dire, et là je crois qu'il faut féliciter aussi que le centre puisse participer avec le groupe des jeunes. C'est quand même pas si facile d'intéresser des jeunes à l'histoire. Donc voilà. Les écoles élémentaires et j'oserais presque dire un grand nombre de collectionneurs privés qui habitent la commune. Et j'ignorais que sur Mainvilliers, nous avions autant de richesses. Voilà. Et je pense qu'il faut remercier, même avant que l'exposition ait lieu, tout le travail qui a été mené. Donc je crois que la meilleure façon de rendre hommage à tout ce travail, c'est de trouver un moment pour passer, voir cette exposition. C'est le mardi 24 et le mercredi 25 mai. Voilà. Merci à toi. Pardon, quel endroit, salle des fêtes, monsieur. Merci à vous. Nous sommes au bout du conseil dans les temps impartis, même peut-être un petit peu plus rapidement que ce que j'avais annoncé. Merci à vous, bonne fin de journée.